Bonjour. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous expliquer comment il faut aborder les différentes parties de ce contrôle qui était posé c'était un test proposé en 2013. Donc, première question, tout simple, énoncer la loi d'Hardy-Weinberg. Donc ça, il faut relire les cours et absolument mémoriser la loi Hardy-Weinberg, qui dit que dans une population, alors je vais essayer de taper ça, dans une population, alors on réessaye, mictique de taille infinie, qui ne subit pas l'influence de mutation, pas de mutation, migration ou sélection, la structure génétique de la population reste stable. De génération en génération. Donc c'est-à-dire que les fréquences alléliques sont identiques et les fréquences génotypiques aussi. Donc vous devez absolument connaître ça, donc c'est à apprendre par cœur. Alors là, on a une population qui est décrite ici. Donc le gène MC1R a un allèle 151R et un allèle 151C avec des fréquences alléliques associées. Alors, donc on a la fréquence de l'allèle R, on va l'appeler petit p égale 0,85. Fréquence de l'allèle C, on va l'appeler petit q, égale 0,15. Alors, quelles sont les fréquences génotypiques et phénotypiques attendues dans une population qui respecte la loi Hardy-Weinberg? Donc ça aussi, vous devez le connaître par cœur. Donc, c'est-à-dire que si on respecte cette loi, les fréquences alléliques attendues, donc ça va être petit p au carré. Alors, je sors ma petite calculette, 0,85 fois 0,85. 0,725. La fréquence attendue des homozygotes, 2 fois le produit de ces deux fréquences alléliques, 0,15 fois 0,85 fois 2 égale 0,255. Et la fréquence de l'homozygote, petit cc, ça doit être égal à 0,15 au carré. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, c'est toujours une bonne idée de regarder la somme de ces trois chiffres-là et vérifier que la somme de vos fréquences est égale à 1. Alors, ça c'est pour les fréquences génotypiques. Et on veut aussi les fréquences phénotypiques. Donc il faut utiliser les relations de dominance pour connaître les fréquences phénotypiques. Alors on lit que les individus qui portent la mutation 151C à l'état homozygote ont des cheveux roux. Donc la fréquence, bon, on va dire des individus non roux. Donc ça va être les hétérozygotes et les homozygotes RR. Alors ça c'est 9.
Attends, laisse-moi voir ça. Oui, 900, 725, 75. Je suis en train de faire ça de tête. Et la fréquence des individus roux. Avec l'allèle C à l'état homozygote, bon bah c'est cette fréquence allélique ici. Okay. Donc je vais juste vous indiquer ça en jaune. C'est ça qui permet d'avoir cette fréquence ici. Ok. Alors, ensuite, donc ça c'est nos fréquences attendues par la loi Hardy-Weinberg. Maintenant, on vous propose des effectifs dans une population réelle. Enfin, population réelle, un échantillon hein, de 95 volontaires. Donc, la population présente-t-elle la structure de Hardy-Weinberg? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Bon, bah, première chose, c'est calculer les fréquences génotypiques observées de comparer avec les fréquences génotypiques attendues. C'est ce qu'on vient de voir dans la partie précédente. Et troisièmement, bon bah on tire la conclusion. Donc pour la partie 1, on a des effectifs. Donc on a bon, on va copier ça. On va copier cette partie-là. Ah, c'était peut-être plus vite de taper, on va voir. Ok. Donc on veut les fréquences génotypiques à partir des effectifs. Donc on a deux individus qui ont le polymorphisme de l'état homozygote. Donc la fréquence est 2 divisé par l'effectif. Sur 21. Les hétérozygotes, on en a 24 divisé par 95. Attends, je vais faire le calcul égal 2 divisé par 95 égale 24 divisé par 95 ici. Et pour les homozygotes RR, donc on a 26 qui ont hétérozygotes et 24 hétérozygotes, 2 homozygotes CC. Donc ça fait 26, 95 moins 26 égale 69. Donc 69 divisé par l'effectif égale, alors je calcule ça, donc ça c'est les fréquences génotypiques observées. Donc on compare ça avec les fréquences attendues et on voit que ma foi c'est très très proche. C'est pas identique parce que notre population n'est pas de taille infinie. Donc ça c'est un biais d'avoir un échantillonnage qui n'est pas à l'infini, mais à mon avis les fréquences génotypiques observées sont presque identiques aux fréquences
génotypique attendu. Donc, conclusion, oui, la population présente la structure Hardy-Weinberg. Et la justification, c'est en-dessus, parce que les fréquences génotypiques observées sont presque identiques aux fréquences génotypiques attendues. Ok, donc ça c'est pour cette partie-là. Ensuite, on passe à une autre population. Cette fois-ci, on a un groupe de 50 patients atteints de coup de soleil grave, vivant dans la même région que la population étudiante dans la partie précédente. Alors, cette fois-ci, on a des effectifs. On a 10 individus qui ont le polymorphisme à l'état hétérozygote et 10 avec le polymorphisme à l'état homozygote. Alors, est-ce que cette population de patients présente la structure Hardy-Weinberg? Donc, c'est exactement le même exercice qu'avant. Donc, j'utilise les effectifs pour calculer les fréquences génotypiques. Ensuite, je vais comparer avec les fréquences attendues. Donc là, on a, cette fois-ci, c'est très simple. Donc on a 10 divisé par 50 égale 0,2. Pareil pour les hétérozygotes. Ok, on va mettre ça en couleur là. Donc ça, c'est C10 là. Un petit peu de bleu. Ah, cet orange, c'est horrible. Allez, un petit peu de vert. Allez, zoom. Ok, puis donc on a 30 individus homozygotes RR, parce que c'est tout ce qui reste, divisé par 50 égale 0,6. Ok, donc ça, ce sont des fréquences génotypiques observées dans notre population. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, comparer avec les fréquences attendues. Ah, mais il y a un piège. Parce que les fréquences alléliques dans cette population ici ne sont pas forcément les mêmes que celles que l'on avait observées dans la population précédente. Donc, il faut déduire les fréquences alléliques de la population concernée. Et ensuite, calculer les fréquences génotypiques attendues. Donc on ne peut pas utiliser les fréquences génotypiques qu'on avait observées précédemment parce que ce n'est pas la même population. Donc, fréquences alléliques cette fois-ci. Donc on a des fréquences génotypiques
deux façons et les effectifs. Donc on a deux façons de calculer les fréquences alléliques. Donc soit on compte le nombre de copies de chaque allèle, on divise par le nombre de copies du locus, ou alors on utilise le calcul plus rapide. Donc les fréquences alléliques, c'est la fréquence de l'homozygote plus la moitié de la fréquence des hétérozygotes. Donc du coup ça va être très rapide de voir que la fréquence allélique de l'allèle grandaire, c'est 0,6 plus la moitié des 0,2, 0,7. Et la fréquence allélique de C dans cette population, c'est 0,2 plus la moitié de 0,2, donc 0,3. Donc ça, c'est les fréquences alléliques. Et avec ça, on va calculer les fréquences génotypiques attendues dans cette population. Donc, pareil, on va utiliser, donc notre petit p, c'est 0,7. Donc, les fréquences attendues de homozygote est 0,7 fois 0,7. 0,49. La fréquence attendue de hétérozygote, c'est 0,7 fois 0,3 fois 2. Donc 0,37 fois 0,3, c'est 0,21. Donc fois 2, 0,42. Et finalement, c'est les homozygotes CC. Donc leur fréquence allélique, ça va être 0,3 au carré égale 0,09. Donc je fais la somme de tout ça là pour être sûr que j'ai... Alors 49 plus 42, 91 plus 0,09. Ok, ça fait 1. Donc c'est bon. Alors, je compare avec les fréquences attendues. Est-ce que c'est la même chose? Non. Donc je constate fréquence, par exemple CC, attendu et observé. Voilà, ça, en fait, c'est l'ensemble des fréquences génotypiques qui ne sont pas les mêmes. Hein. Donc les fréquences. Ah. Ne sont pas les mêmes. Et donc ça, c'est ce qui va permettre de conclusion. Non, la population ne présente pas la structure Hardy-Weinberg. Ok, tout le monde voit ça. Donc, notamment, on peut voir que la fréquence des homozygotes CC dans la population observée est plus grande que la fréquence attendue. Pareil pour la fréquence, enfin non, c'est-à-dire que les fréquences des hétérozygotes plus faibles que celles attendues. Alors, dernière question. Parmi les hypothèses du modèle Hardy-Weinberg, enfin avant-dernière, lesquelles semblent pas être respectées? Justifiez votre réponse en expliquant pourquoi les autres hypothèses ne peuvent pas être responsables des résultats observés. Donc, ici, la façon d'aborder cette question-là, chaque fois que vous avez une population qui ne respecte pas la structure Hardy-Weinberg, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que
l'une des hypothèses qu'on a listées tout en haut ici n'est pas respectée. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est de prendre chaque population, chaque hypothèse, chacune des hypothèses ici, dire et voir est-ce que c'est ça qui va être la cause de du non-respect de la structure Hardy-Weinberg que l'on observe. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc il faut prendre chaque hypothèse les unes après les autres et voir si ça peut être, si ça peut être responsable de résultats observés. Donc population panmictique. Et donc si cette hypothèse n'est pas respectée, on pose l'hypothèse selon laquelle la population que l'on observe n'est pas panmictique. Point d'interrogation. Est-ce que ça c'est raisonnable? Alors, comment on peut savoir? Bon, il faut lire l'énoncé de la question. Et pour ça, ce que je vais faire, je vais virer un petit peu tout ça. On avait pour qu'on voit là. Alors, population panmictique. Qu'est-ce qu'on lit ici? Qui peut nous donner une indication là. Les personnes recrutées pour l'étude n'ont pas de lien de parenté. Ça, c'est l'indication sur le mode de reproduction ici. Okay, le régime de reproduction. Donc, c'est une population humaine vivant apparemment dans la ville de Nantes. Donc, ce n'est pas une parenté particulière. Donc, probablement, la panmixie est observée. Donc, on peut rejeter cette idée, l'idée selon laquelle l'hypothèse de la panmixie n'est pas observée. Donc non, car les personnes recrutées n'ont pas de lien de parenté. Ok. C'est cette partie-là de l'énoncé qui relève des relations de parenté entre les membres de la population. Deuxième population finie, de taille alors la loi Hardy-Weinberg s'applique aux populations de taille infinie. Cette fois-ci, quelle est la taille de notre population? Bon, ben, on a 50 individus ici dans notre population. Donc ça, c'est pas vraiment une population de taille infinie. Donc on peut dire oui, effectivement, c'est une réponse, une explication possible. Seulement 50 individus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité? Mutation. Alors, ce qu'on a dit en cours, c'est que la mutation, c'est une pression évolutive, mais faible. C'est-à-dire que dans un laps de temps court, la mutation toute seule ne peut pas vraiment expliquer les changements de fréquence allélique. Et d'ailleurs, ça ne dit rien sur la structure Hardy-Weinberg, la présence de mutation ou non. Donc, on peut rejeter cette hypothèse directement. Relative trop faible. Et d'ailleurs, n'influence pas la structure Hardy-Weinberg d'une population. Donc ça c'est non pour celui-là. Migration. Qu'est-ce qui peut nous donner une indication ici? Alors on a vivant dans la même région que la population précédente. C'est ça l'indication que l'on a, que l'on regarde la même population. Donc la réponse qu'on peut donner, c'est non.
considère la même région que la précédente. Donc on peut rejeter cette hypothèse aussi. Ce qui nous laisse dernière hypothèse qui est, c'est un effet de la sélection. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un lien de cause à effet du fait que là, le phénotype qui est conféré par l'allèle 151C, c'est d'être roux. Et là, on étudie un groupe de personnes qui sont atteintes de coups de soleil sévères. La réponse est oui. Parce que si vous avez une peau claire, vous allez être en plus fort risque d'avoir des coups de soleil sévères. Donc oui. Car disons que le phénotype conféré par le génotype CC augmente le risque d'avoir des coups de soleil. Donc, c'est ça qui fait qu'on a une plus forte fréquence des individus de génotype CC dans notre population étudiée chez les personnes atteintes de coups de soleil sévères. D'accord ? Donc ça, c'est comment aborder ce type de questions-là. Donc, on regarde l'un après l'autre toutes les hypothèses des modèles Hardy-Weinberg les unes après les autres. Et on fait un raisonnement, on essaie d'utiliser les éléments dans l'énoncé pour trouver une solution qui est une réponse qui est censée. Donc ici, on peut incriminer deux choses, population de taille finie, parce qu'on a un groupe que de 50 patients, et éventuellement sélection, parce que le critère de sélection de ces individus, c'est qu'ils sont atteints de coups de soleil, et ça semble être lié au phénotype roux de certains individus dans ce groupe. Alors, dernière question. À présent, sur le continent australien, la fréquence de l'allèle 151C est de 0,1. Éventuellement, hein, ça c'est une donnée inventée, pas forcément réelle. Alors, mais il y a 500 ans, il était de 0. Est-ce que la microévolution a eu lieu ? Dans la microévolution, la définition, c'est une modification de la fréquence allélique au cours des générations. Donc là, dans notre cas, il passe de 0 à 0,1. Donc on peut dire oui, il y a une microévolution. Explication, c'est là où vous devez faire fonctionner vos connaissances générales en histoire. Qu'est-ce qui s'est passé sur le continent australien pendant les 500 dernières années ? La colonisation européenne, donc ce qui est un phénomène de migration. Donc la migration, c'est une pression évolutive non adaptative, parce qu'ici on voit que on a la fréquence allélique de l'allèle 151C qui a été augmentée, même si la présence de cet allèle confère plus de risques pour les individus qui le portent dans le climat australien. Donc c'est une mutation, c'est un allèle qui est non adaptatif à cet environnement, mais néanmoins, sa fréquence a été augmentée par un phénomène de migration. Donc ça, c'était la correction pour ce CC. Et j'espère que tout ça, c'était bien compréhensible.